Donc, nous nous retrouverons aujourd'hui pour un webinaire qui est un exercice un petit peu nouveau pour nous, mais au cours duquel nous allons essayer de vous parler des créateurs et des différentes formalités que l'on doit opérer au cours de cette création. Donc, je suis nommé. Que dois-je faire maintenant, Philippe? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Effectivement, donc, au cours de ce webinaire, l'idée c'est d'aborder toute une série de thèmes. Donc on vous en a listé une dizaine. L'idée c'est de passer 5 minutes sur chacun de ces thèmes. Donc j'en prends quelques-uns au hasard: la domination, les embauches, le business plan, la documentation, la facturation. Bon, au fur et à mesure que nous aborderons ces thèmes, bien sûr nous aurons vos questions qui vont arriver au fur et à mesure. Donc on essaiera d'y répondre En direct. Et tout en respectant l'ordre. Hein. Et puis, si jamais nous recevons des questions qui sont un petit peu en décalage par rapport au thème, ce n'est pas grave. Soit nous y répondrons en fin de webinaire, soit eh bien, nous y répondrons par mail plus tard. L'idée, c'est pas possible. Alors, donc la première question, c'est de parler un peu plus fort. Donc, on va essayer de répondre à cette attente. Donc, la nomination. Premier thème, nomination. La nomination. Alors, quelles sont donc les différentes étapes post-nomination, Philippe? À quoi doit-on s'attacher dès que nous sommes en possession de notre arrêté de nomination? Alors, effectivement, dès lors que notre arrêté de nomination est publié au journal officiel, on l'a déjà dit, mais c'est important de le rappeler, le candidat a 30 jours pour prêter serment. Donc ça, c'est important, car passé ce délai de 30 jours, si le candidat n'a pas prêté serment, eh bien, sa nomination tombe à l'eau. Hein, donc, on ne peut plus rien rattraper. Donc, il faut bel et bien prêter serment dans les 30 jours de la publication au journal officiel de son arrêté de nomination. Alors, nous vous rappelons qu'à l'occasion de cette nomination, qui a lieu devant le procureur de la République, le procureur va vous demander de déposer votre exemplaire original de signature ainsi que votre paraphe. Mais de cette manière-là, il faut bien penser également, quand vous aurez terminé cette prestation de serment, à aller faire établir votre sceau qui sera indispensable pour commencer votre activité et notamment pour la poser sur les copies authentiques, les copies exécutoires que vous serez amené à établir. Il est bien clair que la première action que vous allez avoir au sein de l'étude ne va pas être d'établir une copie authentique, mais en votre qualité d'officier public, vous devez impérativement posséder un sceau. Très bien, je rebondis sur une question de Florian Garadroit. Les 30 jours courent à compter de la publication au journal officiel de l'arrêté. Hein, c'est à compter de cette date-là qu'il faut prêter serment. Parce on peut très bien avoir un arrêté qui est signé le premier, et le journal officiel peut mettre 30 jours à publier. Hein, donc là, dans mon cas, là, dans mon exemple, votre délai ne serait pas rapporté de 15 jours. C'est bel et bien 30 jours à compter du moment où vous avez connaissance de l'arrêté, c'est-à-dire c'est la publication au JO. Alors, les autres étapes de cette post-nomination sont bien évidemment l'établissement d'un certain nombre d'éléments qui sont indispensables pour pouvoir vous installer. C'est l'obtention d'une clé réelle, par exemple, auprès de la DSN. C'est également l'immatriculation, Philippe. Effectivement, l'étape qui arrive tout de suite derrière cette prestation de serment, c'est effectivement l'immatriculation, car sans immatriculation, eh bien, on ne va pas pouvoir commander sa clé réelle, on ne va pas pouvoir frapper à la porte de tout ce qui est câblage, tout ce qui est opérateur téléphonie, réseau, donc tout ceci. Fournisseur d'accès. Sans immatriculation, je ne peux pas faire grand-chose. Et surtout, en préambule de tout ceci, sans immatriculation, on en parlera tout à l'heure avec Nicolas, il faut aussi qu'on ait un local. Sans local, on ne peut pas s'immatriculer. Ou alors, ça sera une immatriculation provisoire, ça sera compliqué. Tout à fait. Alors, pensez bien, on l'a dit, à la téléphonie, pensez bien à l'informatique, pensez bien au réseau, pensez bien à tous les éléments qui vont vous permettre d'exercer votre activité de notaire. Alors, la nomination, donc, est prévue.
À la suite de cette nomination, bien évidemment, il va falloir que le notaire exerce son activité dans un lieu déterminé. Cela fait partie des obligations résultant du règlement national intercours. Donc, l'élément essentiel restera les locaux. Les locaux, absolument. Et c'est vrai que le candidat doit rapidement se pencher sur son local. Alors après, une fois qu'on a son local, c'est toujours plus facile de se projeter. Au niveau des différents critères, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, il va falloir que le candidat mette l'accent sur la visibilité, sur l'accessibilité. Alors, qu'est-ce qu'il doit passer en premier? Difficile à dire, mais dans tous les cas, moi, personnellement, je privilégierais la visibilité. L'idée, c'est que le candidat, dès lors qu'il va s'installer quelque part, il faut que la clientèle, il faut que la population dans une commune sache que ce créateur est là, que vous avez posé votre plaque, c'est important. Donc, visibilité en premier lieu, sans oublier effectivement l'accessibilité. On peut avoir un local super visible, mais si c'est la croix et la bannière de franchir la porte de votre étude, c'est pas non plus le top. Donc, il faut trouver un équilibre entre les deux, mais je privilégierais la visibilité, l'accessibilité. Ok. Le stationnement également, ça fait partie de l'accessibilité. L'accessibilité, il faut y penser. Selon la commune où on s'installe, ça peut être primordial. C'est ça. Philippe, à quel moment dois-je choisir ce local? C'est-à-dire, je dirais, oui, à quel moment est-ce que je dois me précipiter aujourd'hui pour le choisir? Dès que je suis nommé, je dois prêter serment et la chancellerie et le CSN, là-dessus, sont sur le même discours. L'installation doit être réalisée au plus vite. Nous n'avons pas de délai, mais il faut s'installer au plus vite. Donc, l'idée, c'est dès lors qu'on trouve un local qui nous convient, je dirais qu'il faut y aller. Ça ne sert à rien, en guillemets, d'attendre. Alors, effectivement, et d'autre part, pensez bien que le notaire ne peut pas recevoir ses actes en dehors de son étude, sauf certains critères très particuliers. Donc, les locaux sont importants. Une question qui nous apparaît sur le web. Je suis dans l'attente de ma nomination. Qu'est-ce que je dois faire? Promesse de bail sans connaître le délai de nomination. Bail. Alors, Philippe, un mot. Là, de toute manière, dans la mesure où on est dans l'attente de sa nomination, on va dire que c'est le JO on n'attend plus que le JO. Donc, si un local vous plaît et que vous avez le sentiment de passer à côté, si vous ne le prenez pas, il faut y aller. Je veux dire, promesse de bail impérative. Alors, quand on dit je suis dans l'attente de ma nomination, c'est est-ce que je suis en rang éligible, donc je suis sûr d'être nommé, ou est-ce que je suis encore dans la phase où je ne suis pas sûr d'être attributaire? Là, pour le coup, c'est prendre un risque peut-être inutile. Elle est en rang utile. Donc, si la personne est en rang utile, il n'y a pas de raison. D'autant que maintenant, autant il y a 6-8 mois, on n'avait vraiment pas beaucoup de visibilité sur les dates de sortie des JO. Aujourd'hui, ça va vite. On a vu ce matin qu'on était à quasiment 900 nommés au journal officiel. Donc, 889. Voilà, donc on y est. Donc ça veut dire que là, c'est vraiment on est certain. Très 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 court. Voilà, exactement. Alors, donc promesse de bail à minima, de manière à avancer. Il faut toujours rester à l'idée que le candidat s'est eurodaté, il a été tiré au sort, c'est un véritable projet. Si le local est là et qu'il vous plaît, et que vous êtes en attente du JO, je dirais que ça y est, la porte est en train de s'ouvrir, il faut y aller. Tout à fait. Oui. On nous signale. Qu'appelez-vous? Alors oui, une question qui nous est posée sur les locaux. Qu'appelez-vous visibilité? Reconnue rez-de-chaussée? Eh bien, en fait, ce sont les critères locaux qui vont déterminer cette visibilité. La visibilité, c'est l'endroit, la situation même de ce local. Est-ce que je suis à un carrefour trépassant? Est-ce que je suis en face de la mairie? Auquel cas, quand il y a un marché, par exemple, là on parle des petites villes, eh bien évidemment, vous allez être visible, vous allez être vu. Dans les plus grandes villes, on ne va pas aller se mettre dans un quartier qui pose problème, qui est connu pour poser problème. On va aller se mettre dans un quartier sur lequel on aura identifié un vrai potentiel de développement. Une vraie dynamique. On en revient toujours effectivement à la stratégie. Vous pouvez avoir des candidats qui privilégieront peut-être l'étude en étage, parce qu'ils ont leur clientèle qui s'y prête, et puis d'autres
et je pense que ça va être la majeure partie des candidats créateurs, vont plus privilégier, je dirais, le notariat en guillemets classique. Et là, pour le coup, moi, personnellement, je privilégierais le rez-de-chaussée. Hein. Il faut effectivement que l'on vous voit. Avant, il y avait, je sais pas, moi, il y avait une pharmacie, il y avait un cabinet d'assurance, il y avait un médecin, et là, à compter de tel jour, il y a un notaire avec la Marianne. Je trouve qu'il n'y a pas plus visible que ça. C'est ça. D'autant plus qu'en étage, vous pensez bien aux aspects accessibilité handicapée, de manière à ce que votre étude soit également accessible aux personnes à mobilité réduite, de manière à ne pas vous trouver en porte-à-faux à un moment donné, en votre qualité de notaire, donc de juriste. Ça serait délicat d'être dans une situation qui ne vous permettrait pas d'accepter les personnalités à mobilité réduite. On referme le volet locaux. Un petit mot sur les aménagements, bien penser aux salles de signature, et faire l'effort aussi sur tout ce qui est mobilier. L'idée, c'est que quand le client vient vous voir, il ne faut pas qu'il se dise tiens, est-ce que je vais revoir mon notaire dans 1 ou 2 mois, est-ce qu'il sera encore là? Il ne faut pas qu'il ait le sentiment que vous avez fait une étude de briques et de broc. Hein, il faut quelque chose d'assis, de sérieux, sans forcément être somptueux. Oui, tout à fait. D'autant plus que, et Philippe l'évoquait, les aspects informatiques, électroniques sont essentiels. Je dois être dès le départ accessible à la signature électronique. Si je commence avec une dynamique ultra moderne et que je signe mes premiers actes en papier, l'image que l'on renvoie à la clientèle n'est pas très positive. Donc oui, Philippe a raison, l'aspect décoration, l'aspect mobilier, l'aspect informatique sont essentiels. On en a fini avec les locaux. On en a fini avec les locaux, oui. On enchaîne avec un autre sujet sur l'évolution de la création et l'association. Je suis effectivement nommé notaire et je suis tenté éventuellement de m'associer. Est-ce que déjà j'en ai le droit, hein? Donc là, est-ce que Nicolas, vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui. Alors, le critère est très simple. À partir du moment où vous avez horodaté, où vous êtes tiré au sort en rang utile, vous allez devoir vous installer dans la position dans laquelle vous avez horodaté. C'est-à-dire que si vous l'avez fait de manière individuelle, vous devez être nommé de manière individuelle, et c'est seulement a posteriori que vous pourrez envisager une association. Si vous avez horodaté via une selle, par exemple, on en a vu quelques-uns au cours du tirage au sort, eh bien, cette installation devra être opérée par la selle qui a horodaté et qui a donc été tirée au sort. Pas de possibilité de changer d'option entre le moment où le tirage au sort est intervenu et la nomination. Par contre, l'élément essentiel qui reste phare aujourd'hui, c'est avec qui s'associer et pourquoi m'associer. Mais là encore, c'est le véritable projet que vous devez avoir bâti qui doit répondre à cette question. Nous ne pouvons pas, Philippe et moi, répondre aujourd'hui. C'est vous qui devez être en mesure de répondre par le travail préalable que vous aurez fait sur le projet d'entreprise que vous avez. Que ce soit une entreprise individuelle, parce que vous souhaitez rester en individuel et vous aimez bien maîtriser l'ensemble des aspects, que ce soit sous le biais d'une structure sociétaire, où là, vous avez un véritable projet avec un ou une amie, et vous envisagez cette association. Mais vous devez bien savoir où vous mettez les pieds, avec qui, comment et pourquoi vous envisagez une telle translation vers une association. Et en complément, l'association est possible. Beaucoup de candidats s'interrogeaient sur l'idée même de pouvoir s'associer. Et là-dessus, le CSN et la chancellerie dans leurs foires aux questions respectives ont été assez clairs. Hein. Dans la mesure où vous avez créé, vous commencez à faire naître votre droit de présentation et vous êtes un notaire, je dirais, comme un notaire classique. Et donc, le fait de s'associer en ayant prêté serment il y a 3, 4, 5, 8 mois est possible. Hein. C'est votre projet. C'est votre projet. C'est ça. C'est le projet qui doit déterminer. Nous avons une question sur ce sujet qui concerne la possibilité, le moment ou le délai pour pouvoir transformer l'office individuel en celle d'autre. D'y répondre à l'instant, c'est qu'effectivement, l'idée, c'est qu'il faut s'installer, il faut commencer à faire naître votre droit de présentation. Et votre droit de présentation, quand est-ce qu'il va commencer à naître? Eh bien, à la signature du premier acte. Donc, je dirais que l'idée, c'est pas non plus, au lendemain d'avoir signé votre premier acte, de déposer tout de suite un dossier d'association sur OPM. À un moment donné, il faut être... Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on a démarré l'étude, on
on a des dossiers qui arrivent, on a signé un acte, on a signé 2 actes, et bien ça y est, je peux commencer à lancer un dossier sur OPM, et puis le temps que ce dossier sorte, d'ici 2, 3, 4 mois, on n'a pas trop de visibilité là-dessus, eh bien, vous aurez déjà signé bon nombre d'actes, hein, vous n'en serez toujours pas à votre premier. Donc, l'idée, c'est d'amorcer la pompe en créant, en signant une activité qui démarre. Alors, quelle société est intéressante si on s'installe seul? Eh bien, je dirais que là encore, c'est un petit peu vous qui allez déterminer ces aspects en fonction de votre vision, de votre projet. On va voir tout à l'heure un petit peu ce projet d'entreprise qui est essentiel et qui doit vous permettre de savoir précisément où vous souhaitez emmener votre entreprise, dans quel domaine plus particulier. Eh bien, quand vous aurez répondu à cette question, cela vous permet de savoir de quelle manière vous allez pouvoir envisager de la transformer. Si je fais un parallèle avec les actes que l'on signe à l'étude, il arrive parfois que l'on crée une SARL pour nos clients, alors qu'il exerce son activité de manière individuelle dès le départ. Pourquoi? Parce qu'on sait tout de suite qu'il envisage de s'associer avec quelqu'un d'autre très rapidement. Donc, c'est la même idée qui nous anime ici. Donc, n'oubliez pas de bien utiliser votre savoir-faire juridique, qui est grand aujourd'hui, pour vos propres problématiques et d'essayer de regarder comment vous conseillez vous-même vos clients lorsqu'ils se présentent à vous. Mais Philippe, si l'on rentre un peu plus dans le détail entre la SEL, la société commerciale, les aspects, très rapidement. Non, mais je dirais que l'idée déjà, en étant seul, vous êtes de droit, tout en étant en société, hein, vous êtes de droit à l'IR. Donc, en étant en société, est-ce qu'il faut rester à l'IR ou à l'IS? Là, chaque cas va être à étudier. Hein. On a bon nombre de candidats qui, au vu de leur situation fiscale personnelle, au niveau des éventuels déficits fonciers et tout ce qui suit, ont tout intérêt, la première année, à rester à l'IR. Ce que je veux dire, c'est qui dit société à main unique ne dit pas forcément IS. L'IS est sur option. Après, je dirais que dans la mesure où vous êtes seul, que vous soyez en CELARL ou en SARL, je dirais que c'est plus le jour où vous allez vous associer avec quelqu'un, où là, il va falloir commencer à réfléchir sur le type de société que vous voulez. Est-ce que vous voulez une co-gérance? Est-ce que vous voulez qu'il y ait un président? Est-ce que vous voulez qu'il y ait un directeur général? Là, en tant qu'associé unique, on va dire que, alors IR ou IS, effectivement, impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés. Donc, voilà, petite précision au passage. Donc voilà, l'idée, c'est effectivement ceci. Dans un premier temps, est-ce que vous souhaitez une structure qui va vous permettre d'être à l'impôt sur les sociétés ou est-ce que vous voulez être sur une structure qui est à l'impôt sur le revenu? La structure sociétale en elle-même, je dirais qu'il faudra plus s'y pencher quand vous allez vouloir vous accoquiner avec un associé. Voilà l'idée. Très bien. Dernier point, le fait de s'associer, on est dans l'esprit, certains, je rebondis sur le fait que certains s'interrogeaient sur savoir s'il était possible de le faire. Oui, et en plus, c'est l'esprit de la loi croissance. Hein. On a 1000 créations et 1650 professionnels. Cela veut bel et bien dire qu'on doit pouvoir créer à 2 ou à 3. Hein. Donc, le fait qu'un créateur veuille s'associer relativement rapidement, vous n'aurez pas des bateaux entre les roues de la part de la chancellerie, car on est dans l'esprit de la loi croissance. Oui. Un mot sur la dernière question, peut-être. Le IRL est-elle envisageable? Je vais répondre là comme ce que je viens de vous dire précédemment. Est-ce que le IRL est une structure que vous conseillez régulièrement à vos clients, compte tenu de sa structure, compte tenu de la forme qu'elle a adoptée? Le IRL aujourd'hui est un semi-échec, on peut dire. Donc, je ne suis pas certain que ça soit très très pertinent comment créer son entreprise via le IRL. Alors, si l'on continue sur les thèmes, Philippe, on enchaîne avec les embauches. Les embauches. Alors oui, l'une des questions qui revient très régulièrement lors de la création, c'est est-ce que je dois embaucher? Et si oui, à quel moment dois-je embaucher? Ou est-ce que je dois commencer mon activité seul, de manière à bien maîtriser l'ensemble des axes? N'oubliez pas que si vous engagez votre activité seul, vous allez absolument tout faire. Alors tout faire, ça signifie effectivement que vous allez recevoir la clientèle, et ça vous savez bien faire en général, vous allez rédiger vos actes, vous allez les préparer, vous allez demander les pièces, vous allez
effectuer les formalités préalables et postérieures. Vous allez vous engager sur les axes de publicité foncière, donc faire du téléacte, puisque au 1er janvier 2018, le périmètre téléacte devient obligatoire. Vous allez répondre au téléphone, vous allez devoir nettoyer l'étude, vous allez faire l'ensemble de ces missions qui ont un rôle essentiel pour l'existence de votre activité. Est-ce que c'est ce dont vous avez envie? Est-ce que c'est votre objectif? Si la réponse à cette question est oui, pas de problème. Vous pouvez démarrer votre activité, mais très vite, vous allez vous rendre compte que vous pouvez difficilement vous consacrer à toutes ces activités et donc il va falloir embaucher très rapidement. Après, la question qui vient immédiatement, c'est quel profil? Quel profil, effectivement, parce que vous allez avoir certaines personnes qui vont vouloir embaucher quelqu'un de tout de suite opérationnel. L'idée, c'est quoi? C'est je veux me délester de tout ce qui est le juridique simple. J'ai pas envie de m'embêter avec ça, donc je prends quelqu'un d'opérationnel tout de suite. Ça coûte plus cher, mais effectivement, c'est un choix stratégique que d'embaucher ce profil-là. Et puis, vous avez d'autres candidats qui, et c'est peut-être là, on est peut-être plus sur la majorité, vont, j'irai avoir quelqu'un qu'ils vont souhaiter former eux-mêmes. Hein, on est sur une création, tout est à bâtir, et le profil du premier collaborateur est lui aussi à bâtir. Donc, un notaire qui s'installe a envie que sa première embauche lui corresponde et respecte tous les prérequis que lui aura mis en place, ne serait-ce qu'au niveau de sa méthodologie, par exemple. Tous les process, effectivement, puisque vous allez avoir un peu de temps. Donc, cette stratégie de chef d'entreprise autour de laquelle on gravite depuis le début de notre webinaire, elle est omniprésente, vous le voyez. Pour quelle stratégie d'entreprise nous disons? Eh bien, pour la vôtre. C'est-à-dire que c'est vous qui allez mettre au point tous les process de votre étude de manière à pouvoir répondre à vos attentes, à la façon dont vous voulez que le client soit traité, la manière dont vous voulez qu'il soit reçu, la manière dont on doit lui répondre, les courriers, les mails, etc. Tous ces aspects-là doivent être vus par vous en tant que patron. Je dirais que le profil, dès lors que vous aurez écrit votre stratégie, le profil, vous allez, je dirais, y répondre relativement rapidement. Après, la grosse interrogation, c'est quand est-ce que j'appuie sur le bouton, hein? Et c'est là la difficulté, parce que l'idée d'un créateur, c'est qu'il soit très réactif. Dès lors que vous allez commencer à être un peu moins réactif et à faire, je dirais, comme bon nombre de vos confrères, avoir un petit peu de retard ou être moins réactif, eh bien, je dirais, vous perdez votre avance de créateur. Donc l'idée, c'est de ne jamais trop tarder avant d'embaucher. Et comme je dis souvent, hein, si on doit se retrouver avec un créateur dans 5, 10, 15 ans, le fait de savoir si on a embauché au bout de 3 mois d'activité ou si on a embauché au bout de 6 mois ou au bout de 9 mois d'activité, quand on regarde le surcoût que ça engendre, je dirais que c'est dérisoire et on en rigolera. Voilà. Donc mieux vaut, on peut très bien anticiper et se dire, mince, j'ai embauché quelqu'un peut-être trop tôt, mais c'est ce qui peut permettre à une création de bien démarrer. Ça coûte peut-être un peu plus cher, mais c'est pas grave. Oui. Quand on se reverra dans X années, ça sera du passé. C'est comme à l'âge du bac. Hein. Oui, on ne dit jamais quand est-ce qu'on va passer. En fait, si vous voulez, votre rôle va être d'anticiper. D'anticiper le surcroît de travail de manière à ce que vous soyez en mesure de répondre aux actes que l'on vous demande de rédiger le plus rapidement possible. Et garder en fait cette dynamique d'anticipation. Garder cette dynamique et donc embaucher le collaborateur qui va me permettre de progresser au service de mes clients. Puisque l'objectif, toujours, il est de répondre aux attentes des clients. On a une question, effectivement, sur cette embauche. On peut très bien avoir la crainte en disant, oui, mais je vais embaucher, mais qui va me financer cette embauche, hein? C'est vrai que ça fait partie c'est la plus grosse enveloppe de votre première année. Donc, on va le voir dans le thème suivant, au niveau du business plan, mais si vous voulez, dans le pré-fonds de roulement que le candidat va solliciter auprès de la banque, quelle qu'elle soit, eh bien, vous allez prévoir votre embauche. Donc, je dirais que cette embauche peut être financée par l'enveloppe du pré-fonds de roulement. Alors, embauche CDD ou CDI, tout de suite, mais là encore, en votre qualité de patron, et l'étape recrutement est importante, vous pouvez très bien envisager un CDD dans un premier temps, de manière à voir si le collaborateur convient. Vous avez le droit de renouveler une fois le CDD, et à partir de là, vous vous engagez sur un CDI.
Maintenant, n'oubliez pas que le CDD, on est obligé d'aller à son terme. Donc, parfois, le CDI avec une période d'essai que l'on renouvelle une fois peut être aussi intéressant. Utilisez à fond les périodes d'essai, elles sont là pour ça. Pour bon nombre d'entre vous, cette embauche, ça sera la première de votre création, et pour bon nombre d'entre vous, ce sera peut-être même la première de certains de leur carrière, parce que l'étude où ils étaient, ce n'était pas forcément vous qui faisiez les embauches. Donc, c'est une première pour vous. Donc, le risque de se tromper, effectivement, et pas neutre. Donc, utilisez à fond la période d'essai et son renouvellement pour vous faire une idée du candidat que vous allez envisager dans l'embauche. On passe sur le thème suivant, oui, qui est le business plan. On a déjà commencé un petit peu à en parler rapidement. À quoi sert effectivement un business plan? Alors, je dirais qu'on a deux approches. Hein. La première approche va être de dire je fais un business plan parce qu'il faut que je frappe à la porte d'un banquier pour avoir un prêt. Hein. C'est un petit peu le réflexe premier que l'on a, mais pas que. Hein. Un business plan, ça permet aussi, dans le prolongement de ce que vous a dit Nicolas à l'instant, vous êtes en train d'établir une stratégie avec un certain nombre d'axes de travail, de services, de produits que vous voulez réaliser, avec une certaine notion d'embauche. Tout ceci, l'écrire de manière littéraire, oui, mais l'écrire de manière chiffrée, c'est encore mieux. Hein. L'idée, c'est de savoir la première année, combien je vais faire d'actes, le produit moyen à l'acte. Est-ce que la première année, le fait d'embaucher au bout de 3 mois, est-ce que ça me rend bénéficiaire, est-ce que ça me rend déficitaire? Si je décale mon embauche de 3 mois, quelle est l'incidence que ça aura sur ma rémunération? Tout ceci, c'est le business plan qui va vous le dire, et surtout, il va falloir le faire vivre. Oui. Alors, le business plan, on va dire tout cela, et comme le disait Philippe, il va dire des choses à la fois théoriques, c'est-à-dire écrire avec des mots ma stratégie, et en face de cette stratégie, il va nous permettre de chiffrer et de déterminer le nombre d'actes que l'on envisage, comme le disait Philippe la première année, le chiffre d'affaires dégagé, les charges que l'on aura, etc. Donc, le faire vivre, c'est quoi? Ça veut dire que ce business plan, qui, je vous le rappelle, est demandé par l'organisme financier dès que vous faites votre demande de prêt, hein, puisque la Caisse des dépôts, pour ne pas la citer, demande un projet d'entreprise intégrant un business plan pour pouvoir financer le candidat créateur. Donc, pensez bien à cet aspect des choses. Comment le faire vivre? Eh bien, en fait, c'est vous, encore une fois, en qualité de chef d'entreprise, qui régulièrement allez prendre votre projet, votre business plan, et allez l'ajuster en fonction de chiffres réels que vous aurez mis en œuvre au cours des premiers mois d'installation. Et en fonction des évolutions qui vont se produire, que vous allez rencontrer, en fonction de la clientèle que vous allez saisir plus particulièrement, que vous allez capter, eh bien, il est impératif de faire évoluer ce business plan de manière à ce qu'il réponde, à ce qu'il corresponde à une réalité, à votre quotidien, en fait, tout simplement. Donc, le faire vivre dans le temps, mais pas que la première année. Le faire vivre également tout au long des années qui vont se dérouler au fil du temps. Donc, de manière à avoir un business plan, une stratégie qui évolue, qui vit, qui est le reflet de ce que vous avez envie de faire de manière régulière. On a une question d'un internaute sur CDC égale prêt trésorerie. Oui et non, mon capitaine. Hein, à savoir que l'idée auprès d'un organisme bancaire, c'est d'avoir, en tant que créateur, 2 enveloppes. Vous allez vouloir solliciter une enveloppe pour financer tout ce qui est investissement, matériel, mobilier, agencement, et vous allez vouloir solliciter une banque aussi pour le prêt de trésorerie. La Caisse des dépôts a cet avantage où elle ne scinde pas ces 2 enveloppes, elle vous alloue une enveloppe conséquente qui peut aller jusqu'à 150 000 euros et charge à vous d'utiliser ces 150 000 euros pour, dans un premier temps, payer tout ce qui est investissement corporel et puis le reliquat partira dans la trésorerie. Donc ça, c'est l'approche Caisse des dépôts. L'approche d'une banque que l'on pourrait considérer de classique, elle va être plus enclin à vous faire 2 lignes. Une ligne pour le corporel et une ligne pour la trésorerie, mais on sera sur des enveloppes, qui seront différentes.
On l'a déjà évoqué sur les vidéos précédentes, hein, avec les 150 000 € de la Caisse des dépôts, quand vous retranchez de ces 150 000 € vos investissements matériels, mobiliers, agencements, dès lors que vous avez des locaux qui sont normaux, où il ne faut pas tout faire du sol au plafond, je dirais que vous allez vite retomber sur 100 000 € de trésorerie, hein, si tant est que vous ayez 50 000 € d'investissement. Et 100 000 € de trésorerie, c'est dans bon nombre de prévisionnels plus de 1 an de charge. Hein. Donc, un banquier qui vous propose un prêt correspondant à 1 an de charge, c'est pas mal, c'est pas mal. D'autant plus que les durées de remboursement peuvent aller jusqu'à 10, 12 ou 15 ans. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est appréciable. Sur le business plan, une dernière question. Qui fait le business plan? Alors, eh bien c'est vous. C'est vous qui faites le business plan. C'est vous qui allez l'élaborer. Et bien évidemment, nous sommes, dans le groupe Fiducial, nous sommes en mesure de vous aider à élaborer, à préparer ce business plan. Mais c'est vos idées à vous, c'est votre vision. Et le thème suivant qui concerne la stratégie, on va répondre en détail à cette question. C'est vraiment, le business plan sert à répondre à la vision que vous avez de la vie de votre entreprise pour les mois et les années à venir, à court et à moyen terme. Donc, un bon document de travail de départ. Disons, je dirais que l'élaboration du business plan, ça sera forcément un expert comptable qui va vous le rédiger, vous le pondre, vous faire quelque chose qui tient la route, hein, pour faire ça. Mais ce qu'il faut en préambule, c'est qu'il faut absolument que vous vous appropriez ces chiffres-là. Ce n'est pas à l'expert comptable de vous dire la première année, il faut que vous fassiez 70 actes, il faut que vous sentiez un petit peu, il faut que vous maîtrisiez. C'est un projet d'entreprise. Hein, c'est un projet d'entreprise, donc il faut absolument que vous ayez une idée. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Nicolas, dans les entretiens que vous aurez avec le banquier, quel qu'il soit, la Caisse des dépôts, c'est le cas, on va tout de suite voir si vous maîtrisez le sujet ou pas, si les chiffres qui sont dans le business plan sont cohérents et si vous les maîtrisez. Absolument. On a une question sur l'enveloppe maximale des 150 000 €. Alors, je dirais que... N'oubliez pas une chose dans la création, c'est que pendant les premières semaines, pendant les premiers mois parfois, il ne se passe rien. C'est-à-dire que vous regardez le téléphone, celui-ci ne sonne pas et personne ne vient vous voir au départ. Et des journées entières sans avoir de manifestation d'un client quel qu'il soit, c'est assez angoissant. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une enveloppe financière qui vous permette de faire face à ces premières semaines qui sont très calmes en termes de business, entre guillemets, sans que ça soit péjoratif. Bien au contraire. Et d'avoir une enveloppe assez confortable vous permet de vous apaiser en fait sur ces premières semaines d'activité. Sachant que très vite vous allez voir, et l'expérience des créateurs par le passé nous l'a montré, très vite l'activité démarre et cette trésorerie devient un peu inutile. Absolument. Mais dès lors que votre étude démarre, effectivement, vous allez avoir un prêt qui va ne vous servir à rien. Mais en attendant, il faut bel et bien amorcer la pompe. Et difficile de dire, oui, il me faut que 100 000, il me faut que 120 000. Moi, je serais plutôt partisan sur solliciter l'enveloppe maximale, qui est de 150 000 €, parce que la première année, comme le disait Nicolas, ça sera un petit peu poussif, inévitablement, et vous aurez d'autres chats à fouetter que de courir après la trésorerie. Donc, mieux vaut psychologiquement vous sécuriser sur ce point-là. Et puis, si on doit rebondir sur l'offre Caisse des dépôts, je vous rappelle que la Caisse ne consolide le montant de votre emprunt qu'au bout de 24 mois. Donc, si vous avez sollicité 150 000 et que 24 mois après votre installation, vous vous apercevez que vous avez eu besoin que de 120 000, eh bien, vous consoliderez sur 120 000. Donc, mieux vaut le faire dans ce sens-là, plutôt que d'aller refrapper à la porte de la Caisse des dépôts, qui pour le coup ne fera pas de rallonge. Et puis avant de frapper à la porte, ça vous aura stressé. Donc je dirais, demandez l'enveloppe maximale, dans la mesure où le projet est cohérent, est équilibré. Tous les projets ne se ressemblent pas, hein, mais effectivement, vous allez forcément solliciter
une enveloppe correspondant à l'équivalent de 1 an de charge. Donc ça peut paraître beaucoup, mais c'est bien, la Caisse des dépôts est là pour le faire, donc profitez-en, si je dois dire, avec des gros guillemets. Ok. Il y a d'autres questions sur cette question, mais on va peut-être avancer un peu parce que j'ai peur qu'on soit en retard. Par contre, on ne perd pas les... On vous répondra par mail, hein, bien sûr. Nouveau sujet, la stratégie du chef d'entreprise. Tu en as déjà un petit peu parlé au niveau des différents thèmes. L'importance d'avoir une stratégie, surtout dans le cadre d'une création d'études. Oui, c'est ça. Alors, créer une étude, ça veut dire partir de rien et développer cette activité. C'est complexe, mais vous avez des compétences et vous avez un savoir-faire dans des domaines qui sont très différents les uns des autres. À partir de là, je mets noir sur blanc ce que je veux faire avec mon étude, dans quel domaine d'activité je souhaite aller. Je peux choisir et dire immédiatement, je vais être très généraliste et je vais traiter tout type de dossier. Attention toutefois, on sait très bien, compte tenu de la complexité du droit et de la canicule législative qui nous envahit aujourd'hui chaque année, que être capable de répondre dans tous les domaines devient compliqué. D'autant plus lorsque l'on est tout seul à faire face aux questions des clients qui viennent à nous. Donc, avoir une stratégie, c'est dire dans quel domaine d'activité je souhaite développer mon activité, mon entreprise, vers quel secteur, compte tenu de mes compétences. J'ai eu une spécialité dans l'étude où j'étais par le passé. Cette spécialité, je souhaite la mettre en œuvre, mais je sais aussi que je dois répondre à un certain nombre de questions très généralistes et traiter des actes courants, hein, ce que l'on appelle l'immobilier acte courant, de manière régulière. C'est tout ça qu'il va falloir mettre noir sur blanc, mais envisager également très rapidement quels sont les axes à développer et de ce fait, être en mesure de répondre au type d'embauche que je vais faire. Il est bien évident que si je souhaite développer une activité droit des affaires, eh bien, le premier rédacteur que je peux rechercher, c'est un rédacteur spécialisé en droit des affaires, de manière à pouvoir me consacrer, moi, à d'autres axes différents et avoir ce droit des affaires qui est susceptible d'être suivi par quelqu'un. Ou l'inverse, je recrute un spécialiste en immobilier acte courant, très généraliste, pardon, mais qui viendra compléter ma spécialisation en droit, gestion de patrimoine ou droit des affaires de manière équilibrée. C'est ça, en fait, que vous devez faire de manière à pouvoir répondre à ces attentes. Et ensuite, comment tirer profit dans le temps de cette stratégie? Eh bien, encore une fois, c'est ce que nous disions tout à l'heure, c'est vraiment de la reprendre régulièrement et de l'adapter à l'évolution de votre entreprise. Vous savez, les TPE, comme les grands groupes, ont tous une stratégie d'entreprise de manière à bien suivre pas à pas l'évolution de celle-ci, l'évolution des produits, l'évolution de la clientèle. Sinon, on se perd très rapidement. On court partout et on n'arrive pas à répondre avec efficacité aux attentes qu'ont nos clients. C'est parfait. D'où l'importance de l'écrit. Je ne sais pas si tu l'as dit. Oui, d'où l'importance de l'écrit dans le temps. C'est ça. Et l'écrit, du coup, nous permet de suivre tout ceci. Exactement. C'est-à-dire, il peut y avoir une idée que l'on a écrite aujourd'hui à la fin de l'année 2017, qui en fait, avec l'expérience des premiers mois d'activité, ne correspondent à rien ou ne répondent pas aux attentes que l'on avait sur le secteur. Eh bien, on ne va pas hésiter à transformer cette stratégie, à la faire évoluer et à l'adapter pour qu'elle s'adapte aux attentes de votre clientèle. Tout le monde a des idées. Le fait de les écrire fait qu'au moins on ne les perd pas. Parce qu'on dit je m'en rappellerai. En fait, non. On s'en rappelle, mais oui, pas en fait. Attention aux idées qui sont lancées comme ça à brûle pour point, dans un couloir ou au coin d'un bureau. Ah bon, on va faire ci, ah ben il faut faire ça, etc. Ça, c'est très bien, mais ça n'amène à rien. Ce n'est pas une stratégie. Ce qu'il faut, c'est avoir un document de base, un document de référence. Et sur ce document, qui vous est d'ailleurs demandé par la Caisse des dépôts et par les banques, notamment, eh bien, c'est ce document-là qui va vous permettre de faire vivre votre entreprise. Nouveau thème, la communication, le site internet.
Donc là, effectivement, Nicolas va nous rappeler un petit peu ce qu'un créateur a le droit ou pas le droit de faire. Oui. Et moi, je dirais en préambule, le site internet, c'est quelque chose que bon nombre de candidats laissent un petit peu de côté parce que la priorité, c'est les locaux, la priorité, c'est le financement, la priorité, c'est la clé réelle, la priorité, éventuellement, c'est une association. Certains pensent déjà à s'associer avant même qu'ils ne se sont pas installés. Donc, remettons les choses dans l'ordre. Et le site internet fait partie des points qu'il ne faut pas rater. Moi, je prends toujours cet exemple où le jour où le candidat s'installe quelque part, forcément, la clientèle locale d'une commune va se dire bah, tiens, il y a un notaire qui s'est installé à tel coin de telle rue. Le réflexe le soir, c'est quoi? C'est d'aller voir sur internet comment il s'appelle. Oui. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Qui est ça? Bref, si sur internet, le client potentiel ne trouve rien, c'est bien dommage. Oui, donc l'idée, c'est bel et bien qu'il y ait ne serait-ce qu'une vitrine via le site internet au moment où vous posez votre plaque, parce qu'il y a forcément des gens qui vont vous voir, et l'idée, c'est de faire ce relais. Je ne peux pas imaginer que nos internautes n'aient pas déjà cette idée en tête, puisqu'ils sont en train d'assister à un webinaire. Ils l'ont, sauf que très souvent, ce n'est pas la priorité. Or, il faut, à mon avis, Vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Mais Philippe a raison, effectivement, c'est essentiel. Et cette communication, cette première communication, elle est essentielle car elle va vous permettre de montrer que vous existez. D'autant que, alors que le notaire n'a pas le droit de faire de publicité personnelle, je vous rappelle l'article 4 du règlement national, eh bien, le moment de la création est un des moments où ce créateur va pouvoir justement publier trois annonces dans un journal de son choix, de manière à, dans les 6 mois de son début d'activité, de manière à signaler qu'il est nouveau sur le secteur et qu'il est en mesure de répondre aux questions que les clients peuvent se poser. 3 annonces, c'est énorme, il faut en profiter, il faut les mettre au point, il faut mettre au point ce texte, car après, vous n'aurez plus le droit de communiquer de la même manière et votre site internet devra rester très neutre, notamment via le nommage qui doit être validé par la profession. Il y a des réglementations spécifiques de la Chambre, oui, des noms de domaine. En fait, un site internet, oui. Il faut qu'il soit nommé notaire.fr, donc là-dessus c'est incontournable, oui, et il faut que vous ayez votre tarif. Et ça ne s'arrête là. Hein. On a des chambres qui ont relayé l'information auprès de créateurs en disant vous n'avez pas le droit de prendre autre chose que Prism, hein, qui est la proposition de la profession. De la profession. Pas du tout. Pas du tout. Hein. On pourra vous envoyer d'adresses de sites internet faits ailleurs que via Prism. Et dans la mesure où on respecte le cahier des charges qui est de ne pas faire d'annonce, d'avoir une adresse notaire.fr et de mentionner le tarif de la profession, vous êtes clean. Hein. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, absolument, sauf à dire que vous êtes le meilleur notaire de France, bien évidemment, sur le site, quand bien même ce serait vrai. Alors, vers qui communiquer? Vers qui communiquer? Bien, les premières communications sont essentielles. Donc là, vous communiquez vers les clients avec le site internet, mais vous allez bien évidemment, dans un souci de confraternité, aller vers les notaires qui entourent votre lieu d'installation. Vous allez bien évidemment vous présenter aux instances professionnelles que sont la Chambre et le Conseil régional, si ce n'est déjà fait. Et vous allez également communiquer de manière professionnelle vers les autres interlocuteurs de votre profession, à savoir les collectivités. Il est de bon ton d'aller se présenter à la mairie lorsque la commune est une petite commune. C'est vrai qu'à Paris, par exemple, si on s'installe à Paris, c'est un peu compliqué d'aller se présenter à Madame la maire de Paris de manière simple, alors que en province, c'est d'une facilité à toute épreuve. Allez se présenter également aux mairies des petites communes alentours. Allez se présenter aux professionnels qui vous entourent également. Je pense là aux agents immobiliers, je pense là aux huissiers de justice, aux géomètres, à tous ces professionnels avec lesquels vous allez avoir un contact régulier et étroit, de manière à leur faire savoir que vous êtes là, que vous existez et que vous pouvez
leur apporter des solutions dans certains dossiers. De manière également toujours très professionnelle, hein, pas de fantaisie dans ce domaine-là, mais... Tu évoquais le règlement national des notaires, lisez-le, hein, c'est vraiment quelque chose, un document, avant de s'installer, vous ne pouvez pas vous installer sans l'avoir lu en amont, il est très littéraire, mais ça vous permet de vous situer comment vous devez vous comporter vis-à-vis de la profession, vis-à-vis des clients, vis-à-vis des confrères, comment les locaux à quoi ils doivent ressembler, ce qu'ils doivent être décents, pas décents, enfin là-dessus... Les aspects de confraternité sont expressément développés dans le règlement national intercours et il est bon d'aller jeter un coup d'œil à nouveau, de relire ces aspects de manière à bien se positionner dans le cadre de la profession. N'oubliez pas que vous êtes un professionnel libéral, un chef d'entreprise, mais que vous êtes aussi un officier public et donc en tant que tel que vous avez des obligations vis-à-vis de la profession et de vos confrères à respecter. On enchaîne avec un nouveau thème sur la documentation. Je voulais juste revenir un petit peu, parce qu'effectivement, ça c'est un internaute qui nous parle d'inauguration. Effectivement, ça fait partie des choses que vous ne devez pas zapper. Vous installez, vous ouvrez votre étude. Eh bien, je pense qu'il est effectivement de bon ton de faire une inauguration de votre étude. Et là, pareil, hein, certains vont dire, bon, bah, ça ne sert à rien de faire le premier mois, hein, vous n'allez pas forcément avoir grand monde, mais faites-le à la limite avec un petit peu de retard, au bout de 5 mois, au bout de 6 mois, au bout de 8 mois. Tant pis, ça peut paraître lointain, mais au moins, vous aurez pris assise sur le secteur, vous aurez eu bon nombre de contacts, et c'est mieux que de faire une inauguration où il y aura peu de personnes, parce que là, pour le coup, les confrères en face vous diront, vous avez vu, il a ouvert, mais à son inauguration, il y a grand monde. Donc attendez, vous n'êtes pas pressé de la faire, mais je pense que c'est important de la faire. Oui. Alors, la documentation. Documentation, sujet, c'est un peu comme le site internet, hein, à savoir qu'on a le sentiment que ça ne presse pas. C'est pas important. C'est pas important. Or, rappelez-vous, vous êtes créateur, vous allez être rapidement, enfin tout de suite, seul face à vos clients, seul face à vos premiers dossiers épineux. Alors certes, on peut penser qu'il y aura peut-être une communauté entre créateurs qui va se créer, mais vous ne pouvez pas tout faire sans doc, c'est évident. C'est ça. Souvenez-vous, en fait, de vos expériences précédentes, dans les études où vous avez travaillé, et du moment où vous aviez des questions juridiques un peu pointues qui vous étaient posées. Il est extrêmement agréable de pouvoir échanger, il est extrêmement agréable de pouvoir se baser sur un fascicule que vous trouvez dans une encyclopédie, il est extrêmement agréable de pouvoir s'appuyer sur des éléments concrets de manière à pouvoir répondre avec fiabilité au client qui vous a sollicité. Eh bien, c'est la même chose. D'autant plus que vous allez être au début un petit peu seul face à toutes ces questions et qu'il est essentiel de pouvoir vous appuyer sur cette documentation. La documentation fait partie des éléments essentiels et primordiaux qui, si ma mémoire est bonne, figurent dans le règlement intercours. On doit avoir une documentation à jour, on doit soi-même se soumettre à des formations, etc., de manière à pouvoir être en mesure de suivre l'actualité. Et Dieu sait si elle est dynamique en ce moment, l'actualité. Et donc, une documentation est essentielle. Libre choix à vous. Alors, comment la choisir? Libre choix à vous de choisir cette documentation en fonction de vos affinités. Certains préfèrent travailler avec la base LexisNexis, d'autres avec Éditions Francis Lefebvre, d'autres encore avec l'Excelso ou les éditions Lamy, mais peu importe. C'est à vous qu'appartient ce choix. Vous devez avoir une documentation dans laquelle vous savez vous repérer facilement et dans laquelle vous savez aller trouver les réponses qui sont essentielles pour vous de manière très rapide. Sinon, il ne sert à rien d'avoir une documentation que vous ne connaissez pas et que vous n'utiliserez pas. Vous devez être capable d'y aller au quotidien et elle doit vous apporter ces réponses concrètes. Faites très attention aux recherches via Google, qui certes parfois sont d'une efficacité redoutable parce que le moteur est extrêmement puissant, mais qui vous donnent accès à des documents qui n'ont parfois qu'une fiabilité très relative. Donc, regardez et vérifiez bien les sources des documents que vous allez rechercher, et dans une base de données d'un des éditeurs que je vous ai cité préalablement, vous êtes certain que les mises à jour sont faites. Voilà pourquoi. Et en complément, effectivement, ne prenez pas une documentation, plutôt la même,
parce que le voisin l'a pris. Je sais qu'il y a des commandes groupées qui sont en train de se monter. Prenez une documentation qui vous convient. Si c'est une documentation que vous allez prendre alors que vous n'avez jamais fait la moindre recherche, vous serez perdu. Vous serez perdu. Donc, l'idée, c'est, la priorité, c'est quoi? La priorité, c'est certes pour vous d'être nommé, c'est d'avoir un office, et après de jouer dans l'efficacité. C'est votre entreprise, donc faisons simple. Oui, faire très simple. Très simple. Et sur ce point-là, n'oubliez pas et profitez surtout du fait que vous avez du temps pour vous faire former à la documentation, former à votre logiciel de rédaction d'actes, à votre logiciel de comptabilité que vous aurez préalablement choisi, de manière à pouvoir être à l'aise. Vous êtes le patron, vous êtes le chef d'entreprise, vous devez savoir ce que vos collaborateurs font dans l'étude et avec quels outils ils travaillent et comment ils travaillent. On entend trop souvent des remarques disant, et moi-même en tant que collaborateur par le passé, j'ai dit ça, mais c'est de la faute de la documentation, c'est de la faute du logiciel. Pourquoi? Parce que parfois je ne savais pas très bien me servir de l'outil. Or, je me suis rendu compte après que lorsque je me formais, eh bien, ce temps que j'avais perdu à la formation était un gain de temps phénoménal derrière lorsque j'étais confronté aux difficultés. Les formations sont toujours d'une efficacité redoutable et vont vous permettre d'utiliser au mieux les outils que vous avez au sein de l'étude. Un thème suivant? Nouveau sujet. Allez, la comptabilité. La comptabilité, je viens d'aborder un petit peu le sujet. Bonne transition. Oui, tout à fait. Alors, les questions sont dures, un petit peu, mais à quoi sert un expert comptable? Et surtout, à quel moment en ai-je besoin? Alors, sur la comptabilité, on peut déjà un petit peu plus par rapport à ce que je disais, le logiciel. Juste en amont, effectivement, c'est que vous allez être notaire, donc effectivement, vous allez devoir vous former à différents logiciels. Et pour avoir échangé avec bon nombre d'entre vous, la comptabilité, ça apparaît effectivement comme une montagne. Et pour preuve, effectivement, c'est vraiment quelque chose que vous regardez de très très loin. Donc cette comptabilité, je pense que c'est une chance pour vous, en tant que créateur d'entreprise et en tant que créateur d'études, de vous y mettre. Je dirais que je trouve que c'est dommage pour un créateur d'études et créateur d'entreprise de déléguer tout de suite sa comptabilité, son quotidien à une tierce personne. Alors déjà, dans les faits, matériellement, ça risque d'être compliqué parce que le premier mois, Nicolas le disait tout à l'heure, si vous avez un acte ou deux actes, tout s'enchaîne derrière, les écritures ne vont pas être énormes. Donc je trouve que, déjà vous allez avoir du mal à trouver quelqu'un qui va vous saisir ces quelques écritures hebdomadaires. Et justement, comme elles sont d'un faible nombre, je pense que justement, il faut en profiter pour que ce soit vous qui les saisissez, il faut vous y mettre. Bon nombre de créateurs, on a l'expérience des créateurs concours que l'on suit depuis 2007. Les créateurs concours, dans leur, et c'est important, leur expérience, bon nombre d'entre eux, pour ne pas dire la quasi-totalité, s'y sont mis. Au début, le fait de passer une écriture, ou de passer 2-3 écritures par jour, dans la mesure où vous êtes formé sur le logiciel, dans la mesure où vous êtes formé en matière de technique comptable notariale et de comptabilité générale, alors il ne faut pas y aller sans rien, il faut vous former. Mais après, je dirais que c'est tout confort. C'est tout confort car vous n'êtes pas dépendant d'une personne lambda pour que cette personne vienne vous faire la comptabilité de votre étude. Il faut que vous soyez indépendant sur ce sujet-là. Vous aurez bien le temps plus tard, une fois que votre étude aura grossi, une fois que le volume d'activité sera plus important, de passer le relais à quelqu'un. Mais l'avantage, c'est comme vous aurez fait votre compta pendant plusieurs mois, eh bien, vous pourrez la réviser, vous pourrez la superviser, vous pourrez voir si elle est à jour de paiement de TVA, si on est à jour en matière d'abonnement de charge, si j'ai une ligne qui me paraît un petit peu bizarre sur le tableau de bord, c'est pas la comptable qui va me dire, c'est vous qui l'aurez vu en amont parce que vous aurez mis les mains dans le cambouis bien en amont. Et là, pour le coup, je pense qu'effectivement, c'est une chance, dans la mesure où vous allez démarrer tous progressivement, de mettre le doigt sur la comptabilité. À quel moment on a besoin d'un expert comptable? Dès le départ, il faut être clair, ne serait-ce qu'au niveau du business plan. Moi, j'ai vu des candidats qui allaient voir la Caisse des dépôts avec un business plan qui était ni fait ni à faire. Ils se sont fait
renvoyer. Oui. C'est logique, hein, même si vous avez beau faire un business plan sur un beau tableur qui est bien fait, il faut vous faire valider tout ceci par un professionnel du chiffre, c'est évident. Qui a l'habitude des études. Qui a l'habitude des études aussi. Qui a l'habitude des notaires. On voit des prévisionnels qui sont, on se dit tout de suite, c'est pas fait par un expert comptable qui connaît le notariat. C'est évident. Donc là-dessus, faites-vous accompagner. Pareil, dans l'esprit de ce qu'on disait tout à l'heure, gérez vos priorités, faites simple. Ne perdez pas une journée à faire un prévisionnel. Ça ne tient pas le bout. Et après, une fois que vous avez ouvert votre étude, eh bien c'est pareil. Vous allez avoir soit ce que je ne préconise pas, un ou une comptable qui viendra de temps en temps, ou vous qui allez vous y mettre, et bien là c'est pareil. L'expert comptable est là et derrière pour superviser ce que vous avez fait. Il ne faut pas oublier que dans la comptabilité, rien n'est irrémédiable. Une écriture qui n'est pas bonne, alors certes, il y a des écritures qui, effectivement, dès lors qu'elles vont passer à l'envers, ça va sauter aux yeux tout de suite. Mais vous allez le voir, vous allez le voir. Et même une écriture, que vous passez à l'envers, dont vous n'aurez pas vu qu'elle est fausse, et bien l'expert comptable va le voir. Donc il faut vraiment que vous ayez quelqu'un derrière qui révise votre comptabilité. Comme ça vous permet de vous sécuriser. Et puis on vous incite à vous rapprocher de la Chambre également, qui peut vous aider ou vous donner quelques conseils sur ces aspects. Alors, il y avait une question sur les registres obligatoires papier. Juste un mot peut-être. Les registres obligatoires, vous avez le principal, c'est le répertoire, qui va pouvoir être établi de manière électronique et qui devra plutôt être imprimé de manière à être validé par le greffe. Ça, c'est le premier registre. Le registre des formalités, qui lui peut être totalement dématérialisé. Il n'y a pas d'obligation de tenir un registre des formalités papier. Le répertoire qui, comme je ne l'ai pas dit encore, mais doit être établi au jour le jour, et qui a une existence bien réelle, qui doit vous permettre de pouvoir reconstituer les actes que vous avez signés en cas de destruction de l'étude, en cas d'incendie. C'était ça sa vocation première. Voilà les principaux. Après, vous avez des fichiers qui sont les fichiers clients, les fichiers immeubles, etc., mais qui sont tenus de manière électronique. Vous avez le fichier pour les PACS, mais qui est aussi tenu pour le registre des PACS, qui est aussi tenu de manière électronique par la profession. Donc, voilà un petit peu rapidement. Et sur un plan comptable, nous n'avons pas de spécificité notariale, à savoir que tout ce qui est livre journal, tout ce qui est livre d'inventaire, tout ce qui est toutes les éditions classiques, journaux, grands livres, bilans, tableaux de bord, tout ça. Alors, la spécificité est sur le tableau de bord, là-dessus, je vais pas en parler. Mais si vous voulez, on n'a pas de spécificité notariale qui fait que nous n'aurions moins de documents comptables à tenir. Au contraire. Alors sur les registres, oui, il y a M. Fourdain qui nous rappelle le registre du personnel, le registre des reçus de valeur. Les reçus de valeur, oui, alors effectivement, mais bon, dans l'étude, vous savez qu'on reçoit quand même rarement ou très peu de reçus de valeur. En tout cas, il existe. C'est un vieux registre qu'on ressort au moment où on nous apporte des bijoux ou des documents particuliers. Le registre du personnel, il peut être de manière. Bien sûr, il en faut un. Oui. Mais il peut être informatique. Oui, mais il en faut un. Mais ça fait partie des choses où, si vous voulez, dans la mesure où le candidat va se faire accompagner par un professionnel, par un expert comptable, l'obligation de tenir un registre du personnel, ça va suivre. Il ne faut pas que vous vous souciez. C'est important d'avoir la question, mais l'idée, c'est le rôle de votre accompagnateur d'y penser aussi. Ouais. On peut avoir aussi un registre qui liste les testaments que l'on a au coffre, des choses comme ça. Au niveau du coût d'un expert comptable, oui. Donc là, effectivement, on peut avoir différentes approches, mais je dirais que pour une première année d'activité, nous, c'est ce que nous proposons en interne. La première année, nous sommes sur 1 700 €, grosso modo, hors taxe. C'est le coût d'une mission de suivi d'expertise comptable pour un créateur la première année.
Après, effectivement, les coûts peuvent varier, mais comme dans toute création, hein, vous allez avoir une étude qui va rester avec 0 salarié et peu d'écriture au bout de 2-3 ans. Alors, il y aura forcément moins d'activités à faire, moins de révisions à faire qu'une étude qui aura embauché 5 collaborateurs et qui fera peut-être 1000 actes. Hein. Donc, mais la première année, on a une visibilité. Hein, j'en reviens toujours à nos créateurs concours qui nous ont fait confiance depuis des années. Si vous voulez, on sait grosso modo, même si chaque créateur, chaque création est différente, on a les grandes lignes d'un démarrage. Donc, au niveau du temps que l'expert comptable a à consacrer sur une création, on est sur cette enveloppe-là. Alors, une question sur le logiciel que j'ai vu passer concernant faut-il avoir obligatoirement un logiciel de rédaction d'actes et de comptabilité auprès de la même SS2I? Alors, le principe de départ dans la profession est l'interopérabilité. Ça veut dire, ce principe d'interopérabilité a été créé au moment du démarrage de Téléacte en 2005 et il est toujours d'actualité. C'est-à-dire que tous les logiciels, qu'ils soient de rédaction d'actes ou de comptabilité, doivent parler à n'importe quel logiciel du marché. Ça signifie que vous pouvez très bien choisir le logiciel de rédaction d'actes chez un éditeur et prendre la comptabilité chez l'autre. L'interopérabilité sera toujours effective. Il arrivera de temps en temps que vous ayez des ressaisies parfois à avoir, mais personnellement, je préfère avoir le meilleur logiciel, notamment en comptabilité, dans mon étude, et avoir la contrainte de parfois ressaisir quelques fiches clients, que d'avoir des doutes sur les opérations qui peuvent être passées avec l'un, avec l'autre, etc. Donc, ma position, mais je ne détiens pas la vérité en la matière, est de dire, oui, moi j'aime bien choisir chacun des logiciels de manière à pas être... à avoir ce qu'il y a de mieux pour mon entreprise. Et encore une fois, c'est vous qui allez déterminer quelle est la meilleure solution, quel est le meilleur logiciel pour vous qui vous correspond le mieux. Très bien. Voilà. Et je confirme les propos de Florian Gadrois sur la gratuité du prévisionnel dès lors que le candidat nous fait confiance pour l'expertise comptable. Voilà un petit peu la stratégie. Dernier point, on avance, on atteint notre heure, sur la facturation. Oui. Car nous sommes effectivement là à un virage en matière de tarification de la profession notariale depuis la loi croissance. Oui. Et c'est l'aide de mission qui, pour bon nombre de créateurs et pour bon nombre de notaires, on n'est pas très à l'aise. Oui. Hein, c'est une nouveauté. Alors, on ne sait pas très bien facturer en clair dans la profession. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été habitué en fait à ça. Depuis le mars 2016, la réforme du tarif a mis en place, février 2016, la réforme du tarif a mis en place les lettres de mission qui sont là pour expliquer ce que je fais, expliquer au client ce que je fais et combien je vais lui prendre dans les domaines qui sont toujours hors décret, hors Code du commerce aujourd'hui, puisque souvenez-vous que le décret 318 n'existe plus et que c'est vers le Code de commerce que l'on va retrouver la facturation que l'on doit prendre pour toute la partie anciennement décret 78. Alors, lettres de mission, bien, avoir ses propres lettres de mission, les différentes SS2I vous en proposent, mais avoir les vôtres, les élaborer, qu'elles correspondent à votre façon et à votre manière de travailler, et savoir facturer au temps réel ce que vous faites pour le client. Le client va le comprendre à partir du moment où vous êtes très clair, très transparent avec lui. À partir du moment où vous affichez dans votre salle d'attente, par exemple, le taux, le tarif d'une consultation. Il y a aucun problème sur cet aspect-là. Il faut que vous vous entraîniez à cela, car en 2018, le tarif va à nouveau faire l'objet d'une nouvelle réforme. Donc, en attendant de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme du printemps 2018, on pense que c'est vers le printemps qu'elle aura lieu, vous devez savoir facturer réellement ce que vous a coûté une activité que vous avez proposée à votre client. C'est essentiel, vous devez savoir quel est le coût, votre coût personnel en tant que notaire, quel est le coût de vos collaborateurs lorsqu'ils interviennent. Ça encore, cela fait partie de la règle
imposée aux chefs d'entreprise, à tout chef d'entreprise. Et jusqu'à présent, on avait un peu tendance à se tourner exclusivement vers le chiffre d'affaires. On réalise du chiffre d'affaires, mais on ne sait absolument pas ce que nous a coûté ce chiffre d'affaires réalisé. Et parfois, si l'on creusait un petit peu, on se rendait compte que ce chiffre d'affaires réalisé amenait une perte parce que le coût qui était associé à la réalisation de l'acte était tellement important, on n'avait pas assez tellement d'heures sur la réalisation de cet acte que finalement, le chiffre d'affaires était anéanti. Très bien, je crois que nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous vous remercions de votre attention, de votre réactivité, de toutes vos questions. Nous répondrons. Il y a bon nombre de questions qui sont passées assez vite et nous n'avons pas eu le temps d'y répondre. Donc nous le ferons. Nous allons le faire par écrit. Voilà, nous avons les adresses mail de chacun. Vous pouvez continuer à nous contacter à l'adresse contact.notaire@fiducial.fr. Je répète, contact.notaire au singulier, notaire au singulier, @fiducial.fr, de manière à poser d'autres questions qui vous viennent à l'esprit. Et nous aurons grand plaisir à vous retrouver, sachant que début 2018, nous envisageons de faire un nouveau webinaire pour répondre à d'autres questions et pour évoquer certaines de celles que vous nous aurez posées. Donc, merci. Merci Philippe. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.